Nous sommes toujours avec Jocelyne Robert. Voici notre première discussion ce soir, inspirée par l'air du temps. Gaspillage de fonds publics et impunité semblent faire bon ménage. En 1963, la commission Salvas révèle le patronage et les caisses électorales occultes à l'époque de Duplessis. On distribue quelques amendes. La commission Malouf fait la lumière sur les coûts exorbitants des Jeux olympiques. Jean Drapeau est réélu par les Montréalais et ne répondra jamais au blâme du rapport. La commission Gomery révèle que l'image du Canada a coûté des millions aux citoyens. Des acteurs sont condamnés à la prison, mais la classe politique part à la retraite ou cultive du raisin. L'îlot voyageur au centre-ville de Montréal a précipité l'UQAM dans un gouffre financier. Le ministre de l'Éducation de l'époque est toujours en politique. Dans le secteur privé, des cadres quittent leur poste dans la controverse et reçoivent de généreuses primes de départ. Des viaducs s'écroulent, la viande rend malade, les coûts de centres hospitaliers explosent. Mais les responsables sont loin de toujours répondre de leurs actes. Vivons-nous dans une culture de l'impunité? Une belle petite question légère qu'on va poser à Yves Boisvert, journaliste à la presse. Bonsoir, Bonsoir. Yves. Et à Robert Laplante, qui est directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Bonsoir, Bonsoir. Robert. Yves, je commence avec vous. Est-ce qu'on vit dans une culture de l'impunité? Non. Non? Non. D'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est drôle parce qu'on voyait l'ancien président de la SNC-Lavalin, oui, qui est parti avec une généreuse prime, mais il a été inculpé de fraude cette semaine. Alors, Ils ont entendu qu'on faisait ce sujet-là. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut penser que l'état de droit, c'est pas acquis, c'est une conquête. Et donc, c'est normal que les gens veuillent, comment dire, que ce soit la loi du plus fort, on part avec ça. Donc, c'est toujours à regagner. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on vive plus dans une culture de l'impunité qu'avant. Au contraire, écoutez, qui aurait dit qu'un jour, on accuserait devant un tribunal international un chef d'État en exercice, je pense à Milosevic. Oui. Il y a des tribunaux pénaux internationaux. Est-ce que ça marche bien? Pas tant que ça. Est-ce que ça coûte cher? Oui. Est-ce que c'est trop long? Oui. Je peux faire une liste pendant 1 heure, bien pire encore que votre introduction, pour vous dire qu'on vit dans la pire des époques. Mais en même temps, peut-être je peux vous donner d'autres exemples qui montrent que c'est peut-être pas vraiment comme ça. Est-ce que, par exemple, le clergé, est-ce qu'on voyait des prêtres accusés d'agression sexuelle? Est-ce que l'inceste existait au Québec dans les années 50? Non, hein? Il n'y avait personne qui était accusé. Les agressions sexuelles n'étaient pas dénoncées. Aujourd'hui, elles le sont davantage. Oui. Donc, autrement dit, rien n'est parfait là-dedans. Mais quand on voit le président d'une des plus grandes sociétés canadiennes qui est accusé devant les tribunaux, quand on voit des politiciens au moins obligés d'aller comparaître devant des commissions d'enquête, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est dans l'impunité totale. Robert Laplante? Oui, bien, c'est évident que le juridisme, dans ces cas-là, peut servir d'écran. C'est-à-dire que l'État de droit n'est pas menacé, c'est un fait, c'est aussi une conquête, mais il faut bien reconnaître par ailleurs qu'il y a, et c'est directement relié à la croissance des inégalités dans nos sociétés, il y a une culture du privilège qui s'est installée et qui de plus en plus sépare les élites de la population et qui les conforte dans cette idée qu'un certain nombre de choses leur sont à eux pardonnables et qu'ils peuvent agir au nom de privilèges. Et évidemment, ils ne sont pas nécessairement des voyous, ne sont pas des bandits, mais ils peuvent être fautifs par rapport à l'éthique du service public, par rapport à leur responsabilité fiduciaire. Et à cet égard, on a une pléthore d'exemples où on peut montrer, et celui de l'UQAM était particulièrement éloquent, le ministre en titre n'y est pour rien. On a vu le PDG de la Caisse de dépôt et placement expliquer devant la Chambre de commerce que 40 milliards de dollars s'étaient volatilisés, qu'il n'y était pour rien. Ça, c'était déjà une énormité. Mais la plus grosse des énormités, c'est l'ovation debout qu'il a eue par la Chambre de commerce. C'est absolument invraisemblable que nous n'ayons pas su ce qui s'est passé là. Pour en rajouter une couche sur le scandale, le
président du conseil d'administration, suite à la démission, nous annonce qu'il n'y aura pas de procédure de sélection du successeur. Il a eu une révélation. C'est l'expression qu'a employée le président du conseil d'administration. Bien, ma foi, est-ce qu'on va avoir au HEC un programme de maîtrise en gestion par illumination? C'est une véritable aberration. Oui. C'est loufoque. Mais écoutez, vous n'avez pas de besoin de me convaincre de ça. Je fais ça dans la vie, dénoncer ces choses-là. Et donc, mais je ne pense pas que dans, je ne sais pas moi, il y a 150 ans, nos élites étaient redevables, estimaient qu'elles n'avaient pas droit à des privilèges. Écoutez, le Canada a été fondé sur un scandale qui a donné lieu à une commission d'enquête. Oui, mais on a l'impression néanmoins, Yves, qu'on a comme citoyens, que nos élites ont, mais que nous, comme citoyens, avons notre seuil de tolérance est très, très, très élastique et vraiment très, je pense très vaste, je pense qu'au contraire, on tolère moins. Et c'est pour ça qu'on a une commission d'enquête. Parce qu'effectivement, ce n'est pas nouveau, mais je pense qu'on est écœuré de ce genre de choses-là et qu'il y a une pression politique. Écoutez, pensez-vous que Jean Charest voulait faire une commission d'enquête? Il a dit non. Combien de fois il a dit non? Ça a pris presque 3 ans. Il l'a fait, finalement. Oui. Est-ce que... Il y a un livre qui a été écrit en 1977, « Mettons fin à la corruption à Laval ». En 1977. Bien là, peut-être que Gilles Vaillancourt va passer, comment dire, va aller faire un tour à Parthenay. Ce que j'aime, c'est le peut-être. Bien, peut-être, parce que l'enquête se poursuit, comme on dit. Mais en tout cas, il n'est plus maire. Et donc, c'est des choses qui ont été générées par une pression populaire qui montre, au contraire, c'est un éternel jeu de souk à la corde. Bien, c'est ça, mais ça, vous dites qu'on est trop bonasse comme Absolument. population. Moi, je crois, et c'est le poète Pierre Perrault qui avait eu un mot terrible qui disait « Les Québécois sont parfois tolérants jusqu'à la bêtise ». Et nous voyons sur un certain nombre de scandales qui, sans nécessairement toujours mettre en cause des voyous, mettent en cause l'intérêt public de manière absolument affolante. Le scandale du CUSUM, par exemple, c'est quand même incroyable. Et en plus, on va nous présenter la chose comme c'est la faute d'un type, le fameux Porter en question. Ben alors, écoutez, là, c'est pas compliqué. Ou bien la chose dépend de Porter tout seul, et on voit pas pourquoi on aurait un conseil d'administration, ou bien le conseil d'administration n'a pas fait son travail. Dans les deux cas, on n'a aucune raison d'accepter que le ministre nous dise on va nommer un accompagnateur. Écoutez, c'est pas une garderie, là. Il y a des milliards de dollars en cause. Et là, c'est une tutelle et une enquête qu'on y voit clair. Il ne se passe pas une semaine sans que sur ce dossier, nous apprenions qu'un cadre supérieur a eu droit à un prêt hypothécaire. Je pense que ça s'est amélioré. Les mentalités ont changé, donc la tolérance de la population est en train de changer par rapport à l'impunité politique. Mais elle est encore là, cette impunité-là. Et la commission Gomery est très éclairante à ce sujet-là. C'est-à-dire que... Et c'est le juge Gomery lui-même qui, je pense, apporte le propos le plus intéressant à ce niveau-là. Il dit, il faut comprendre que l'aveuglement volontaire dans le code criminel, c'est un acte criminel. Et ça, c'est un... Je pense qu'on a commencé à accepter, premièrement, que les crimes de guerre seraient désormais punis. Donc là, il y a eu cette première étape-là. Justement, parlons-en de la guerre, le juge Gomery... Juste pour terminer, Paul. Juste terminer. Pinochet, Milosevic, donc on n'a pas accepté ça. Mais les crimes dits de col blanc, économiques, et les conflits d'intérêts dans l'État, eux, sont encore c'est pas jouer la joute. Et il faut se demander... Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à dire l'aveuglement volontaire, c'est-à-dire ne pas être proactif lorsqu'il y a une apparence de magouille? C'est une source de responsabilité. Et je pense qu'on devrait aller jusque-là, mais on ne le voit pas. Mais ça aurait pu s'appliquer au juge Gomery lui-même, qui n'a capturé que du menu fretin. Et en plus, il a lui-même réduit la chose à des manœuvres, des dérives administratives. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette impression d'impunité, d'irresponsabilité. J'aimerais qu'on parle de ses effets. Est-ce que ça a des effets sur le citoyen? Est-ce que ça a des effets sur les puissants, sur les élites? Est-ce que même ça a des effets sur la démocratie? Bien sûr, parce que ça ébranle les institutions et ça donne l'impression qu'on peut faire confiance à personne. Voilà. Mais en même
temps, d'un autre côté, si on reprend l'exemple de la commission Charbonneau, les gens qui ont organisé le système frauduleux, disons, juste à la Ville de Montréal, nous ont dit, plusieurs d'entre eux, quand on a vu que la police s'en venait, là, les prix ont baissé, là, on a fait attention. Donc, oui, mais on imagine que c'est ponctuel. N'imaginons pas un monde où la moralité sera universelle et tout le monde sera parfaitement éthique. On peut imaginer qu'au moins qu'on ait des où les mécanismes. standards éthiques seront plus élevés et où nous serons plus exigeants. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis juste que, comme on disait tantôt, il y a des choses qui n'existaient même pas avant. Non, mais moi, ce que je me demande, c'est que tu as employé le mot, Yves, le mot de moralité. On parle beaucoup de juridisme là-dedans, mais on est peut-être moins tolérant. Je pense qu'on lit, il y a une dynamique démocratique en place. Mais la honte, elle, de te faire pogner, elle est rendue où? Et c'est ça, moi, qui m'achale, ça, dans les gens qui se font prendre, qu'ils n'aient même pas. Non, ça n'a pas l'air d'être un problème. Alors, Pas sûr, moi, qu'il n'y a pas honte. En tout cas, ils n'ont pas l'air très. Demandons Écoutez, c'est essentiellement, moi, je crois, ce laxisme éthique-là, c'est la conséquence de la culture du privilège qui croît avec les inégalités. Et cette élite-là qui peut maintenant vivre entre elles. Il y a un truc sur lequel je veux revenir. C'est pas propre au Québec. Ah ben non, non, on est bonasse. Allez en France, la culture du privilège. bien entendu. Mais ce n'est pas une raison. On n'est pas si bonasse. On parle de la commission Charbonneau. Moi, je l'écoutais régulièrement, dernièrement, avec ma belle-sœur qui est française. Et pour elle, c'est surréaliste. Tellement c'est formidable de transparence. C'est formidable de transparence. Hein? C'est même pas imaginable dans un pays comme la France. Ça pourrait avoir lieu, mais à huis clos, ça serait pas public. Donc, on n'est pas en train de parler d'une tare nationale ici. On est en train de parler d'une situation qu'il faut redresser. Et nous ne participons dans ces mouvements-là aux tendances mondiales. C'est vrai que nous traversons un moment extrêmement difficile. Et Yves a raison de dire que quand on regarde le présent et qu'on le compare au passé, il y a eu un progrès de la moralité publique. Mais comparons-nous aussi à ailleurs dans le monde. Marie-France, je vous dirais que hormis les pays scandinaves, il me semble que le Québec est plutôt bon élève dans l'échelle de la moralité publique. L'Amérique latine, oui, mais est-ce qu'on veut se comparer avec des pays en voie de développement? Oui. On est obligé de prendre des pays en développement comme comparables. L'Europe, Chirac, Berlusconi, l'Espagne, Les pays, Berlusconi qui se faisait voter des lois pour faire annuler une demi-douzaine de procès pour fraude. C'est l'Italie, quand même. C'est un pays du G8, Paul. C'est un problème financier important, surtout au bord du gouffre. Est-ce qu'on va vraiment tuer ça? Je préfère m'inspirer du scandale Toblerone, où une vice-ministre d'État en Suède a démissionné sur des questions comme celle-là. C'est Saint-Valentin, je me tiendrai que ça s'améliore. C'est pas parfait, mais ça s'améliore. Yves Boisvert, Joseph! Bon, Yves Boisvert, Robert Laplante, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion.